comme chaque soir, pendant 2 heures, Europe 1 va battre au rythme de votre cœur. Alors si vous souhaitez partager avec nous ce qui vous tourmente, ce qui vous indigne ou ce qui vous fait rêver, la ligne est ouverte au 39 21. À l'autre bout du fil, vous serez accueillis par Paul et Jeanne, avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise l'émission. Et bien sûr, vous pouvez également nous faire part de toutes vos réflexions à tout moment, par mail, sur le site europe1.fr. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h. Vous pouvez également m'envoyer vos SMS au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Pierre. Bonsoir Caroline. Alors Pierre, vous avez 16 ans. Oui. Comment vous avez découvert l'émission ? En podcast. D'accord, vous écoutez les podcasts, oui, parce que oui. Oui, parce que normalement à cette heure-là, vous vous couchez, j'imagine. Il y a les cours le lendemain. Là, je suis en vacances. D'accord. Donc, j'ai du temps. Donc là, c'est pour ça que vous en profitez pour appeler. Oui. Bon. Qu'est-ce qui vous arrive alors pour que vous ayez eu envie d'appeler ? Voilà ce qui m'arrive. En fait, depuis l'enfance, j'ai peur des ballons de baudruche parce que ça éclate en fait. C'est le bruit qui me fait peur. Oui, c'est un bruit vif, saisissant. Oui. C'est un bruit brutaux. En fait, j'en ai parlé avec mes parents. J'ai du mal à prendre sur moi. Et puis, j'ai fait appel à vous, Caroline, parce que je me dis peut-être qu'il y aurait une solution. Grâce à Caroline Dublanche, quoi. Oui, j'ai pas des solutions à tout, vous savez, Pierre. Mais cela dit, bon, c'est uniquement cette peur par rapport à des ballons comme ça qui éclatent. Ouais. Ça arrive pas, heureusement, tous les 4 matins. Non. Vous n'y êtes pas confronté. Il y a des phobies, parce que c'est une phobie, qui sont plus embêtantes que ça, parce que je sais pas, quand on a la phobie, par exemple, des pigeons, des choses comme ça, bon, on en croise plus que des chiens. Voilà, bon, la liste, elle est infinie. On a fait une émission là-dessus, c'est plus embêtant. Oui, j'ai rattrapé l'émission justement. Ah bon, c'est bien. Donc vous avez pu écouter un peu. Et je me suis dit après l'émission, après que j'ai écouté, je me suis dit pourquoi j'ai pas appelé ce jour-là. Parce qu'elle était pour moi celle-là. Ouais. Et en fait, c'est pas non seulement les ballons de baudruche, c'est le bruit qui rappelle un peu les ballons de baudruche. C'est un peu les coups de fusil. Ouais. Et pourquoi vous êtes dans un milieu de chasseurs? Non. Non, je suis dans une ville où heureusement tout est calme parfois, mais tout est calme. Mais vous n'aimez pas le 14 juillet, les pétards, les choses comme ça, par exemple? Non. Oui. Non. Par exemple, je peux pas aller voir un feu d'artifice, un truc comme ça. Oui. Et quand j'étais petit, je pleurais en même temps que ma sœur. Enfin, ça dure depuis l'enfance. J'en ai parlé avec mes parents, mais mes parents m'ont dit prends sur toi, mais je leur ai pas dit, mais j'arrive pas à prendre sur moi en fait. J'arrive pas. Mais de toute façon, c'est à certains moments, ou est-ce qu'il vous arrive de pleurer enfin, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous font peur là actuellement dans votre vie? Non, là, je suis tranquille, mais maintenant que j'ai grandi, je pleure plus, mais quand j'étais petit, si, enfin. Quand j'étais petit, ça m'arrivait fréquemment. Mais maintenant que j'ai grandi, heureusement ça n'arrive plus. Mais j'ai du mal à prendre sur moi, franchement. Et vous avez des copains, des copines? Oui. Bon. Oui. Un petit très bien entourée, vous savez. Un petit ami, une petite amie? Oui. Oui. Donc je suis très entourée. C'est vrai ça. Et je suis très entourée. Mais c'est ce bruit qui
qui rappelle un peu les ballons de baudruche, c'est un peu quand ça tire une balle, par exemple le coup de fusil, ça rappelle le bruit d'un ballon de baudruche. Bon, écoutez, on n'en croise pas tous les 4 matins, donc à ce moment-là, puisque vous avez écouté l'émission sur les phobies, vous avez entendu le professeur Pellissolo, qui était l'invité ce soir-là, qui disait que on pouvait évidemment consulter, il y avait des thérapies comportementales, il y avait des groupes de parole. Il est toujours possible, si ça vous embête, de faire une démarche de ce type, d'en parler avec vos parents. C'est vrai que ça fait quand même partie des phobies qui sont pas hyper envahissantes, dans la mesure où c'est pas comme avoir la phobie des chiens, vous le disiez vous-même. D'accord ? Donc, si vous n'avez pas d'autres peurs dans votre vie, si vous vous sentez pas anxieux par ailleurs, si vous n'avez pas, je sais pas, moi, le soir avant de vous endormir, des idées comme ça qui vous parasitent un peu, bon, voilà, on peut faire avec. On a tous parfois des peurs comme ça. Mais par exemple, dans des soirées, ça arrive qu'on utilise des ballons pour décorer les plafonds, des trucs comme ça. Mais par exemple, moi, je peux pas quoi. J'essaye de parler, d'avoir une petite conversation, mais ça prend toujours le dessus, en fait. C'est ça. Ouais, mais les soirées où il y a des ballons, c'est plus quand on est petit et qu'on fait des goûters d'anniversaire. J'imagine qu'à 16 ans maintenant, quand vous faites des soirées, il y a plus tellement de ballons. Vous êtes plus au stade enfant où on gonfle des ballons. Oui, ça se fait quand vous alliez à des goûters d'anniversaire, oui. Je comprends que c'était embêtant, mais enfin à 16 ans, on fait plus tellement de soirées où il y a des ballons, non ? Oui, mais je veux dire des soirées d'association, parce que moi, d'association quelquefois, mais même si j'essaye d'engranger une conversation avec des gens, ça prend toujours le dessus. Mais je vous dis, si à un moment c'est trop envahissant pour vous et si ça vous pèse vraiment, vous pouvez toujours demander, en parler à vos parents et voir un thérapeute comportementaliste pour ça. Si par ailleurs vous n'avez pas d'autres peurs, que vous n'avez pas peur, vos amis se moquent pas de vous par rapport à ça. Non, pas du tout, si ça va bien par ailleurs dans votre vie. Bon, c'est pas, j'allais dire, voyez, c'est pas nécessaire forcément de faire une thérapie. Mais si vous me dites que pour vous, ça vous pose vraiment un problème, pourquoi pas aller en parler ? Oui. D'accord. Si ça vous empêche d'aller en soirée, c'est embêtant, c'est assez simple. Non, mais c'est pas que ça m'empêche, c'est qu'on m'oblige, en fait. c'est qu'on m'oblige. Par exemple, mon papa m'oblige, mais ça c'est un peu normal. Dans le sens où, on va dans des soirées tous les 4, dans des associations, j'y vais avec mon père. D'accord. Mais dans une association particulière... vous dites à votre père, dans ces cas-là, que ça vous empêche d'aller dans ces soirées et que vous aimeriez en parler pour dépasser cette peur. D'accord ? En fait, je voulais savoir en fait s'il y avait des auditeurs qui avaient cette phobie. Vous savez, vous avez dû entendre quand on a parlé de l'émission, puisque vous dites que vous l'avez écouté en podcast, Pierre, des phobies. La liste, elle est assez, presque pas infinie. Enfin, il y a pratiquement chaque objet ou chaque situation peut faire l'objet d'une phobie. Donc, alors il y a peut-être des personnes, oui, qui ont peur, comme vous, des pétards, de tout ce qui est coups de fusil, des ballons qui éclatent, des choses comme ça. Oui, ça peut arriver. Mais après, l'important, c'est vous, comment vous le vivez. Et si ça vous empêche d'aller en soirée, eh bien, rien ne vous empêche, vous, d'aller en parler. Vous en parlez à vos parents. D'accord, Pierre ? C'est là que je me suis dit, ça pourrait peut-être pas paraître anodin à d'autres auditeurs. C'est pour ça que j'ai voulu partager ça, en fait. Je me dis, ça pourrait... Oui, mais vous savez, quand on a fait cette émission, on a dressé un petit inventaire des différentes phobies. Ça fait un peu catalogue à l'après-vert. Bon, après, il y en a qui font sourire, et d'autres moins, parce que je vous dis, c'est très invalidant. Maintenant, je vous le redis, rien ne vous empêche d'aller en parler. D'accord, Pierre ? Au revoir, merci beaucoup de votre appel. Merci, Caroline. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir, Catherine.
Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, c'est encore moi. Ah, je ne sais pas pourquoi. On se connaît ? Oui, je vous avais appelé pour mon fils aîné. D'accord. Et là, vous voulez me parler de votre plus jeune fils. Oui, de mon dernier fils qui a 8 ans. Oui. Tricotillomane, pardon. Oui, c'est-à-dire qu'il s'arrache les cheveux. Ah c'est moins qu'on puisse dire, oui. Mais ça lui fait il a des trous dans les... Ah oui. Ça faisait carrément comme la chaussée aux moines quand il avait 4 ans. Oh là là, pauvre. Oui, c'est très embêtant. C'est un ensemble, en fait. Si avec l'arrachage des cheveux, c'est un ensemble. Il y a une personnalité qui va avec. Et donc, là, j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai pris ma voiture pour aller jusqu'à l'entreprise de son père pour lui faire rencontrer son père qu'il n'avait jamais vu. Mais pourquoi ? Parce qu'il en parlait et il vous le demandait ? Qu'est-ce qui fait que vous avez pris cette initiative ? Les derniers temps, là, il en a jamais parlé directement. Ça sortait à table d'un seul coup et puis plus rien. Et puis là, pour une histoire de fiancé, je ne sais pas trop quoi, il n'était pas fiancé, il n'était pas amoureux, il a pété les plombs. Qui, et votre petit garçon ? J'ai fini par découvrir que j'étais amoureuse de son père. Attendez, de fil en aiguille, il a fini par arriver là. Et donc, comme il a 8 ans... Attendez, je suis un peu perdue parce que on parle de l'amoureuse de qui là ? Vous parlez de qui ? De son père ou de votre petit garçon ? De mon garçon. D'accord, bon. Donc, alors, il a une amoureuse, c'est ça ? C'est-à-dire que... Non, en fait, ça s'est passé de fil en aiguille parce que ça lui prend la tête de ne pas connaître son père parce qu'il ne l'a jamais vu. Oui, c'est la question que je vous posais. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que brutalement, parce que c'est un peu brutal, cette confrontation, je ne sais pas, que vous imposez à son père et à lui... C'est vrai. Oui, c'est-à-dire que là, vous aussi, vous avez réagi, on a l'impression, sous le coup d'une impulsion. Comment ça s'est passé, cette rencontre ? Parce que... c'est-à-dire que il y a longtemps que je voulais le faire, mais son père avait disparu de la carte quand il était plus jeune, donc j'ai pas pu honorer mon contrat, si j'ose dire. Vis-à-vis de qui ? Vis-à-vis de mon fils. Mais il n'a plus vu son père à partir de quel âge ? En fait, il l'a jamais vu. Ah bon, parce que vous me dites qu'il a un moment disparu de la circulation quand il était plus jeune. Donc il ne l'a jamais vu, jamais connu. Voilà, moi je savais, mais mon fils ne savait pas. Bon, donc il a... qu'est-ce que vous lui racontiez ? Parce que même si le père n'est pas là, on peut le faire exister. Qu'est-ce que vous lui disiez ? Je lui donnais le prénom de son père. D'accord. Je lui disais qu'il était très beau. J'ai jamais eu un discours négatif à son endroit. Oui, c'est important, c'est-à-dire qu'à partir... Qu'il avait un papa comme tout le monde, mais voilà. Effectivement, quand il est arrivé à l'école, il s'est rendu compte qu'il avait un papa, mais un papa fantomatique, on va dire. Oui, mais il peut se construire une histoire à partir même de bribes que vous lui dites. Oui, mais je me suis rendu compte, avec le temps, que ça lui prenait la tête, quoi. D'accord. Il vous en parlait ? Il vous posait des questions sur son père ? Oui. Ça arrive comme ça, bien que je lui ai jamais dit de choses négatives à l'endroit de son père, ça lui a posé question à l'école, parce que les autres, ils avaient un papa existant, matérialisé, alors que lui, il n'en avait pas, donc il savait pas trop dans quel état il errait. Alors, en plus, et surtout, qu'est-ce qu'il pouvait dire de ça ? C'est-à-dire, pourquoi vous vous étiez séparés ? Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, on s'est pas séparés, c'est une rencontre ? C'est un peu compliqué. Je lui ai acheté une voiture, il est venu chez moi, j'étais un petit peu dans un état second, on va dire. Et puis voilà, quoi. J'avais 42 ans. Le père, vous lui avez acheté une voiture, c'est ça ? Oui, c'est un... Parce que c'est bizarre, vous passez du père au fils. Oui, d'accord, bon. D'accord. Et donc, sans que je l'ai invité, il a débarqué chez moi. J'avais 42 ans, j'étais préménopausée, j'avais perdu ma fille 4 ans plus tôt. C'était tout un contexte, quoi. Je suis pas croyante, mais tout s'est posé de façon à ce que j'ai ce dernier enfant. Et donc mon médecin m'a annoncé ma son remplaçant m'a annoncé ma préménopause, pour finir par la ménopause, j'étais enceinte.
Ah oui, dites-moi, oui, c'est une sacrée histoire. Bah oui. Oui. Et donc, comment vous avez réagi? Le gynécologue, j'ai eu la honte de ma vie quand elle m'a dit, vous pouvez être enceinte. Je lui ai dit, non. Elle m'a dit, comment vous le savez? Je lui ai dit, mon médecin m'a dit que j'étais même pas en état prépubère. Alors évidemment, et donc j'ai vu ma préménopause qui courait à l'échographie. Et comme j'avais perdu ma fille 4 ans. C'est curieux d'en parler comme ça. J'ai pensé que je pourrais éventuellement avoir une autre fille. Ah oui. Et c'est un petit garçon. Eh oui, c'est ça. Aujourd'hui, je pense que c'est pas plus mal. Sur le coup, j'étais un petit peu... c'était ma dernière chance, c'était maintenant ou jamais. Mais aujourd'hui, je pense que c'est pas plus mal que ce soit un garçon, parce que ça aurait été une fille. Elle aurait porté trop de choses par rapport à ma fille décédée. Mais déjà, cet enfant porte des choses, donc tout à fait. On peut penser que d'ailleurs, effectivement, j'ai mon fils aîné, pour lequel je vous avais appelé et qui m'a dit, mais enfin, t'as vraiment fumé. Enfin, quand il a vu les prénoms de son frère, il m'a dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi? Pourquoi? Ils correspondent à quoi, ces prénoms? J'ai donné le prénom de mon père, de mon fils, et comme après le décès de ma fille, j'ai participé à un groupe de parents endeuillés. L'enfant d'un des couples de parents endeuillés est né le 14 novembre et est décédé depuis, évidemment. Et donc, je lui ai donné en dernier prénom, je lui ai donné le prénom de cet enfant. Eh ben, dites-moi. Et mon fils m'a dit, mais t'as vraiment fumé, ça va pas bien. Sur le coup, ça m'est pas apparu comme quelque chose d'insurmontable. C'est comme quand j'ai gardé mon fils, j'ai pas pensé du tout. Enfin, c'était très égoïste. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Je voulais ma fille, je voulais récupérer une fille. J'avais 42 ans, c'était maintenant ou c'était jamais. En fait, le père, il s'est trouvé père par hasard. Enfin, j'avais rien contre lui, ni pour lui. Oui, vous n'aviez pas de relation avec lui. Voilà, c'était une rencontre. Vous aviez acheté une voiture chez ce concessionnaire. Il est venu chez vous. Il a débarqué comme ça. Vous avez une relation, mais qui n'a pas été, une relation sexuelle, qui a donné lieu à la naissance à la conception de votre fils, mais vous n'avez pas développé une relation après coup. Et vous vous sentiez évidemment pas. Oui, et puis évidemment. Non, ça se comprend. Quand il a débarqué chez moi, j'étais dans une autre dimension, on va dire, et lui aussi d'ailleurs. Vous étiez en plein deuil. On n'était pas dans la même dimension, mais sauf qu'au final, quand on m'a annoncé cette grossesse, j'avais 42 ans, c'était maintenant ou c'était jamais. Donc j'avais rien contre lui ni pour lui parce que voilà, mais c'était le moment ou jamais quoi. Bon, en tout cas, on voit bien que cet enfant est arrivé à un moment de votre vie quand même très particulier où vous étiez en plein deuil. Oui, c'est clair qu'il est là parce qu'elle n'est plus là. Eh oui. Je ne lui ai jamais dit, mais... Mais il le sait. Je ne sais pas s'il le sait, mais moi, c'est comme ça que ça s'est passé parce que... Il le sent. Son père, j'ai rien contre lui, ni pour lui d'ailleurs. Mais voilà, ça s'est fait comme ça, quoi. Ça aurait été quelqu'un d'autre. Il n'a pas de place. Il ne serait pas venu, ça se serait pas fait, mais voilà. Catherine, il y a un travail à faire autour de la place que vous allez pouvoir faire à cet enfant. Mais la place, elle n'est pas simplement... La place, il la revendique tous les jours. Mais oui, on peut comprendre. Il me martyrise, on va dire. Oui, mais vous avez besoin, et je me souviens très bien de vous, vous auriez besoin, vous, d'être accompagné. Il y a vraiment un travail à faire, parce que si votre petit garçon est suivi, et j'imagine qu'il est pour ça... Il est suivi. Oui, heureusement, d'ailleurs, parce que souvent, quand même, ce trouble-là qui peut entraîner vraiment, vous le dites, vraiment une alopécie, c'est-à-dire qu'il a, il a des trous, des plaques, enfin, comme s'il perdait complètement tous ses cheveux alors qu'il se les arrache. C'est quand même souvent causé soit par un gros stress, soit par une dépression. Donc, si lui, il est suivi de son côté, mais que vous, de votre côté, vous ne faites pas un travail, ça mène nulle part. Parce que dans le peu de choses que vous dites de vous, de son histoire, de sa venue au monde, vous le dites, vous l'avez résumé en une phrase, il est là parce qu'elle n'est plus là. Ah, c'est clair. Bon, donc si vous voulez être un enfant de remplacement, un enfant qui viendrait remplacer un autre,
C'est très lourd à porter. Mais il la remplace pas parce que. Mais non, il peut pas la remplacer. Il est toujours imparfait. Il est toujours bien sûr qu'il ne peut pas la remplacer et qu'il n'a pas à la remplacer. Ah, tout à fait. Non, mais là. Donc, si vous voulez. C'était dans mon esprit à un moment donné. Il est venu. Bon, c'était un petit garçon. Je l'ai pris comme il était. Voilà. Oui, c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que c'est pour vous déjà parce que vous dites vous étiez dans une période de deuil et dans quelque chose de tragique puisque vous veniez de perdre votre fille. De deuil, je sais pas parce que j'ai du mal à accepter qu'elle soit plus là, même 13 ans après. Mais voilà, mais c'est bien le problème aussi. Je n'accepte pas que ma fille elle soit plus là. Vous voyez, vous n'acceptez même pas que je prononce le mot deuil. Elle a 27 ans et quand je vois son frère, ses amis, ça va pas quoi. Je l'accepte pas. Ben oui, mais c'est là où vous avez besoin d'être accompagnée. Catherine, fils, oui, mais Catherine, écoutez-moi. Catherine, écoutez. Ma fille qui soit plus là. Vous voyez, vous avez même du mal à entendre, à écouter. Déjà vous avez besoin d'être accompagnée et d'être soutenue par rapport à ce travail de deuil. C'est-à-dire que vous l'acceptez, il est là. Mais dans les faits, il y a tout un travail de deuil qui n'a pas été fait jusqu'à présent. Et cet enfant, je vais vous le dire plus clairement, il n'a pas sa place. Il ne trouve pas sa place. Et il vous le crie par tous les côtés. Alors ce qui est, effectivement, à un moment, vous avez réagi, on voit bien sous le coup d'une impulsion en disant il faut qu'il aille voir son père. Bon, en même temps, je ne sais pas comment ça s'est passé, la rencontre. Parce que... Ça s'est très bien, très curieusement, ça s'est très bien passé. Et puis, j'ai découvert que... comment dire, l'apprentissage, ça résout pas tout parce que j'ai découvert que mon fils, c'était Calimero 2, parce que son père, c'était Calimero 1. Il a exactement les mêmes expressions que son père sans l'avoir jamais vu. Hein. Et pourquoi vous dites Calimero ? Ça m'a surprise, vraiment. Pourquoi vous dites Calimero ? Là, ça m'a Catherine, on va essayer de s'entendre. Catherine, on va essayer un peu de s'entendre parce que là, c'est vrai que j'ai du mal à dialoguer avec vous parce que vous parlez un peu toute seule, comme si finalement vous avez du mal à être dans l'échange. Pourquoi l'appelez-vous Calimero ? Parce que quand on est arrivé, j'avais prévenu personne, en vrai dire. Parce que je ne savais pas trop comment ça se passerait, donc je ne voulais pas dire à mon fils qu'il allait voir son père. Alors je ne savais pas trop s'il allait le voir ou non. Et puis je voulais pas prévenir le père parce que j'imagine bien qu'il allait peut-être s'échapper. Et donc, quand on est arrivé, tout de suite, il a commencé à se plaindre de toute la misère du monde qui s'abattait sur lui. Parce que son couple a volé en éclats quand il a avoué qu'il avait mon fils. Mais il a raconté ça devant votre fils ? Oui, c'était... Bon, vous voyez bien, de toute façon... Il m'a dit, la première chose qu'il m'a dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Mais oui, mais parce qu'il avait... Oui, mais Catherine, il avait l'impression aussi que vous veniez lui demander des comptes 8 ans après. Cet homme n'avait rien demandé. Vous avez eu une relation sexuelle avec lui dont est né votre fils. Mais c'est vrai que vous n'aviez pas de relation auparavant avec lui. Donc lui, il a été dans une justification. Et c'est pour ça que par rapport à votre fils, on ne fait jamais, maintenant c'est fait, mais enfin, on n'impose pas une rencontre comme ça. Parce que ça peut être très violent pour un enfant. Cet enfant, il s'est retrouvé entre finalement vous et cet homme dans une histoire d'adulte où cet homme parle de son couple qui a éclaté parce qu'il a eu une liaison extra-conjugale. C'est pas forcément génial pour un enfant d'entendre tout ça. Enfin, lui, c'est pas de ça dont il a besoin de se construire une histoire de comment il est né. Ce que vous aviez commencé à lui dire, que comment le prénom de son père, que son père était très beau, que vous avez eu un coup de cœur pour son père, que vous vous êtes aimé. Ça peut être Vous n'allez pas dire que ça a été, pardonnez-moi l'expression, mais un coup d'un soir. Vous voyez, c'est-à-dire qu'un enfant. C'est ça qui m'a compliqué la vie. Oui, mais un enfant, il peut se reconstruire une histoire à partir de quelque chose, à partir d'une rencontre. C'est peut-être pas un hasard s'il est né d'ailleurs de cette rencontre-là, c'est que lui, il a trouvé Françoise Dolto disait que c'est qu'il trouve du désir finalement pour se glisser là quelque part et pour venir au monde. Donc, après tout, ça peut se dire que vous êtes rencontrés, on peut enjoliver un petit peu les choses, que vous avez eu un énorme coup de cœur, que vous avez été amoureux, mais que parfois ça dure pas.
l'état amoureux, et puis que ce monsieur, son papa, avait une vie par ailleurs, donc que c'était compliqué puisqu'il était déjà marié, mais il n'empêche que voilà, vous êtes très heureuse que lui, il soit né de cette relation-là. Vous savez, parfois il vaut mieux se raconter une histoire autour de son père que le rencontrer dans la réalité quand ce père s'avère hyper décevant. Par ailleurs, vous êtes porteuse d'une telle histoire où cet enfant, il vient à la place de votre fille, parce que vous étiez, et vous avez dû vivre quelque chose de terrible, parce qu'effectivement, être enceinte, porter la vie, alors qu'on est accablé par le chagrin et par la tristesse parce qu'on vient de perdre un enfant, c'est très dur d'être partagé par des sentiments comme ça. Oui. Donc, quand il est né, je me suis sentie très très mal parce que c'est la première fois de ma vie où je me suis sentie coupée en deux. Mais oui, mais bien sûr. Un grand bonheur d'un côté parce qu'il était très beau, c'était un bel enfant. Et de l'autre côté... Vous n'aviez plus votre fille. Oui. Ouais. Et c'est vrai que c'est terrible. C'était très bizarre quand il est né. C'était vraiment bizarre. C'est la première fois que j'ai ressenti ça. Mais tout ça, vous savez, les bébés, ce sont de véritables éponges émotionnelles. Ils ressentent toutes les émotions, particulièrement les émotions de leur mère. Et souvent, comme ils n'ont pas les mots pour le dire, ils n'ont pas le langage. Donc, ils expriment souvent à travers leur corps et le langage du corps. Il y a des bébés qui font des eczémas, enfin, ils somatisent. Il y a beaucoup de somatisation. J'ai été très anxieuse tout le long de ma grossesse parce que... Ben oui, on peut comprendre. À 41 ans... oui, surtout quand vous avez parlé de ménopause. Je multipliais tous les risques. Oui, et finalement... Et j'étais angoissée toute ma grossesse en me demandant... Oui, bien sûr. Non pas si ça serait une fille, mais s'il n'aurait pas de soucis, parce que oui, vous étiez soucieuse. Un enfant avec des soucis médicaux, peu importe quelle que soit la ligne, mais parce que j'avais vu ma fille mourir, c'était quelque chose d'insupportable. Elle a eu une maladie ? Elle a eu un accident ? Elle est décédée d'une leucémie lymphoblastique aiguë, LLA. Oui. Et donc on peut ça m'a taraudé tout le long de ma grossesse, bien que je l'ai accepté. J'ai accepté ma grossesse, indépendamment du père, indépendamment de tout. Enfin, vous avez souhaité garder cette grossesse d'ailleurs. C'est pas, vous auriez pu aussi dire l'interrompre. Donc il y avait une part de vous qui voulait, qui voulait de la vie encore. Je pouvais l'interrompre, quoique. Mais peu importe, vous ne l'avez pas fait. Plus que limite, et ma gynécologue m'avait donné 2 jours pour réfléchir, alors que j'avais dépassé tous les délais. Oui, mais si vous voulez, vous n'avez pas été accompagnée pendant votre grossesse sur le plan psychologique ? Ah, du tout. Oui, c'est ce qui est dommage. Du tout. C'est ce qui est dommage parce que ça aurait été important pour parler de vous. Quand ils m'ont annoncé que c'était un petit garçon, je leur ai dit que j'allais me mettre au four. Et j'ai eu la visite des sages-femmes, enfin je sais plus trop quoi. Je leur ai dit que j'allais le manger. Bon, ils sont venus après Noël et ils ont constaté que je l'avais pas mangé. Donc voilà. Enfin, parce que j'étais très sérieuse quand je l'ai fait. Oui, mais parce que tout ça, ça correspond à ce que vous ressentiez. Ah j'étais déçue. Oui. Mais bien sûr que vous étiez déçue. Vous attendiez une fille pour remplacer celle que vous aviez perdue. Je l'ai acceptée. Oui, mais vous ne vous rendez pas compte que par moment, toute votre ambivalence se manifeste en termes extrêmement forts, en termes extrêmement durs, qui serait important un peu de travailler, d'élaborer en thérapie, parce que votre petit garçon, il sent tout ça, il sait tout ça. Et il est porteur de tout ce mal-être. C'est pas qu'il vous le fait payer. C'est que lui-même est malheureux. Lui-même souffre. Quand on en arrive, quand un enfant a ce symptôme-là, de s'arracher les cheveux, au point de se faire des plaques, et c'est que, je vous dis, soit c'est le signe d'un stress, mais extrêmement important, soit d'une dépression profonde. Donc c'est toujours à prendre avec le plus grand sérieux. C'est toujours le signe d'une souffrance. Donc non, il ne vous fait pas payer, il souffre. Et vous, de votre côté, vous souffrez parce que, comme vous dites, il y a quelque chose que vous n'avez pas pu intégrer de la disparition de votre fille de façon aussi foudroyante. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de terrible, de toute façon, dans la mort d'un enfant. J'ai du mal à l'accepter. Oui, bien sûr. Mais je l'accepte par la force des choses. Oui, on peut, si vous voulez, c'est d'arriver, en tout cas, à à donner une place à cet enfant, sa place. Que pour le moment,
il n'a pas, qui est d'autant plus compliqué parce qu'effectivement vous l'avez attendu alors que vous étiez en plein deuil, et un deuil qui ne peut pas être fait. Et où évidemment donc de son côté le père n'était pas présent pour un peu contrebalancer, et cet enfant il est porteur de toute cette histoire. Que vous dit le pédopsychiatre? J'imagine que c'est un pédopsychiatre qui suit. Oui, tout à fait, oui. D'accord. Oui, il est suivi par un pédopsychiatre. Qu'est-ce qu'il vous dit de rien. Enfin, il a diagnostiqué une névrose anxieuse avec une grande dépendance à la mère. Eh ben oui. Mais oui. Il vous a pas conseillé, lui, d'aller parler, vous? Et si vous voulez vraiment aider votre petit garçon, Catherine, et je sens que vous avez envie de l'aider parce que ça vous angoisse, cette situation, il serait important. Mes enfants, oui. Oui, mais oui, je sais bien. Il serait important que vous aidiez. Que vous ayez un lieu pour déposer tout ce qui est en vous, tout ce qui vous fait violence aussi à vous et qui reste très douloureux. Vous aiderez considérablement votre petit garçon en vous faisant aider, vous. Oh oui, sûrement, parce que là, depuis 2 ans, il est en psychothérapie. Et oui, ça se passe bien, oui. Mais il a un hyper attachement à vous. Vous voyez, il ne vous fait pas payer quelque chose. Il est dans une anxiété. Parce qu'il est... il ne se contient pas, c'est ça. Il ne se contient pas. C'est depuis ce soir, j'ai son père qui trône dans le salon, enfin en photo, bien sûr. Je me suis dit, il manquait plus que ça. C'est-à-dire, il a amené la photo de son père? Parce que quand j'y suis allée, j'ai amené une amie qui était beaucoup plus prévente que moi. Elle avait amené les selles, les mouchoirs, enfin, elle a amené tout. Et elle avait amené l'appareil photo, et donc elle a demandé au père s'il acceptait de se faire photographier. Parce qu'il a fondu comme un sucre, littéralement. Enfin, dans un premier temps, il était très sur ses gardes. Il a compris que j'étais pas venue avec mon bazooka, mais que j'étais venue en tant que mère. Et donc, il a accepté de se faire photographier tout seul et avec son... D'accord, c'est important, mais c'est important, votre fils, oui, une photo. Donc il a mis au milieu, il a mis dans le salon. Mais c'est important. Il est très content. Oui, bon. On va faire une petite voiture. Et donc, j'ai tout ça qui trône au milieu du salon. C'est difficile pour vous? Non, c'est pas difficile pour moi. Enfin, j'envisageais pas de faire son père au milieu de mon salon, mais bon. Oui, mais il en a besoin. C'est-à-dire, il est en train... Je survivrai à ça. Symboliquement, vous lui avez donné la possibilité de mettre un visage sur ce père qui a accepté d'être pris en photo avec lui. C'est important, il le matérialise. Quand vous disiez que petit, justement... Mais je suis assez, entre guillemets, fière de moi. J'ai pas les chevilles qui hanchent, mais bon. Pour ça, vous avez bien fait. Dit maman, je le voyais pas comme ça. Il est super content. Enfin, là, je le charrie un petit peu. Je dis, il est moche ton père. Je lui dirai quand il m'appellera, parce qu'il lui a dit qu'il l'appellerait, mais bon, il attend et... Enfin, je le charrie un petit peu. Oui, mais il faut lui dire que son père... Oui, mais attention à l'humour, parce que l'humour, vous pouvez, avec des amis et autres, votre fils, il attend pas de vous de l'humour. Il attend d'être assuré. Oui, je crois, oui. Vous mettez de l'humour parce que vous vous défendez de choses qui sont difficiles. Son père trône au milieu de mon salon avec la voiture qu'il a offert à mon fils, bof. Oui, mais votre fils en a besoin. Oui, mais j'entends bien. Enfin, il a besoin de beaucoup de choses parce qu'il envahit tout l'espace. Mais parce qu'il se cherche une place, Catherine. C'est ça qu'il faut que vous arriviez à comprendre. S'il envahit autant tout l'espace, c'est parce que vous portez en vous des fantômes. Et que lui, il n'arrive pas à trouver sa place en tant que petit garçon bien vivant. Ouais, je n'avais pas vu ça comme ça, ouais. Donc oui, il est dans une agitation. Sa place, il l'a, mais il envahit tellement l'espace. Non, la place. Il ne supporte pas, il s'adapte pas. Mais oui, mais parce qu'il est tout le temps en attente, tout le temps en attente, parce qu'il a certainement besoin d'être rassuré. Mais c'est comme ça pour le moment. Vous n'arrivez pas à le rassurer parce que vous-même, vous avez trop d'angoisse, trop de fantômes en vous. Et c'est ce que dit d'ailleurs, j'ai un petit SMS de Nadège qui dit, c'est vrai qu'il y a de quoi s'arracher les cheveux de porter autant de fantômes. C'est clair qu'il se les arrache et d'ailleurs, mais oui, on le dit, s'arracher les cheveux.
Mais oui, mais c'est-à-dire qu'on dit bien, c'est de l'expression populaire, hein, dire, là, il y a de quoi s'arracher les cheveux, je vais m'arracher les cheveux quand on a vraiment quelque chose qu'on n'arrive pas à extirper de soi, d'une douleur, d'une souffrance. Lui, il le concrétise de cette façon-là. Mais aidez-le. En emmenant oui. voir son père, parce bon, que pourquoi pas. Régulièrement, il pète les plombs, et quand il pète les plombs, c'est à tous les étages. C'est scolaire, c'est comportemental. Il pète pas les... Alors, ce que vous appelez péter les... Catherine, ce que vous appelez péter les plombs, c'est que le pédopsychiatre le dit, il a une névrose très forte de stress, de traumatisme, quoi. Donc, il a besoin à un moment de s'exprimer parce qu'il va pas bien, parce qu'il souffre. Mais aidez-le en vous faisant aider. J'essaye de l'aider. Catherine, faites-vous. Quand il voit plus son frère. Catherine, faites-vous aider, vous. Quand est-ce que vous allez accepter, vous, d'être aidé? Parce que vous avez besoin d'aide. Sans doute. Je vais vous le dire un peu plus fermement parce qu'il y a des choses. Non, mais j'entends bien. Vous voyez, il y a à un moment, il est dans une dépendance très forte à vous. Il est fusionnel avec vous. Donc oui, il y a des moments où vous aussi vous ne savez plus comment faire parce que il vous sollicite constamment et peut-être fait par des attitudes de provocation, mais parce que il attend quelque chose de vous que pour le moment vous ne pouvez pas lui donner parce que vous êtes vous-même trop angoissé. Et ça s'entend, votre angoisse, elle déborde ce soir, à travers tout ce que vous me dites. Ah oui, non, mais parce que je pensais qu'en l'emmenant voir son père, et en plus ça s'est bien passé. Catherine, finalement, pas du tout. Le problème, il déborde. Non, il ne déborde pas. Il y a un premier point qui est que il y a la photo de son père dans le salon. Bon, oui. C'est un premier point, c'est-à-dire qu'il donne une place symboliquement à ce père. Maintenant, tout n'est pas du côté du père, il y a aussi la relation qu'il y a avec vous qui êtes vous présente et depuis sa naissance, c'est vous son principal objet d'attachement. Il y a, voyez, et là aussi il y a du manque. Même trop. Oui, mais trop, pourquoi ? Parce qu'il est dans une anxiété. Et on est d'autant plus collé, on est d'autant plus collé à sa mère qu'on n'est pas sûr de son attachement. Et qu'on n'est pas sûr d'avoir une place. Donc, c'est vrai que tout ça, ça peut... Oui, il fait en sorte de l'avoir. Oui, mais je sais que vous êtes attaché à lui. Le problème, et c'est pas, je ne vous mets pas en cause. Bien sûr que vous êtes attaché à lui, sinon vous seriez pas en train de m'en parler depuis tout à l'heure. Mais si vous voulez, il y a beaucoup de sentiments en vous, très mêlés, de culpabilité aussi par rapport à lui, à cet enfant, de peut-être pas l'avoir pu lui donner de père, puisque vous me parlez constamment de son père. Mais il y a aussi vos propres douleurs dont il faut vous occuper, parce que c'est en vous occupant de vos propres douleurs, de votre fille de son absence qui est douloureuse, que vous allez aider votre fils. Donc, parallèlement au travail qu'il fait lui, je vous assure que si de votre côté, vous faites un travail de soutien, il y aura certainement, ça va porter ses fruits. Mais pour le moment, vous vous refusez peut-être parce que, comme vous dites, il y a quelque chose d'un travail quand j'ai prononcé le mot deuil, vous avez réagi très fortement. Mais il ne s'agit pas, le travail de deuil, ce n'est pas, ne plus tourner la page et oublier, c'est impossible. J'ai participé à un groupe de parents endeuillés qui m'a aidée, d'ailleurs. Heureusement, mais il reste du travail à faire. Mais malgré ma participation qui m'a beaucoup aidée, il n'y a rien à faire, j'avale pas 13 ans après. J'entends bien. J'ai du mal à avaler. Donc allez en parler en individuel. Je suis par la force des choses, elle est plus là. Mais je ne l'accepte pas quelque part. Bon, donc il faut aller en parler. Il faut aller en parler parce que vous êtes envahi par la présence fantomatique de votre fille qui n'est plus là. Et il y a ce petit garçon qui, lui, vous rappelle constamment qu'il est là et qu'il a besoin de vous. Ah oui, mais... mais j'entends bien qu'il vous agace parce qu'il y a des moments... Je sais bien qu'il ne la remplace pas, il ne la remplacera jamais. Je crois que ce n'est pas aussi simple que ça. Que votre enfant, par les symptômes qu'il exprime, a senti des choses que vous ne vous formulez pas encore. Et les enfants sont très forts pour porter les souffrances de leurs parents. Et pour les mettre en mots et en corps. C'est-à-dire qu'ils donnent corps à la souffrance de leurs parents en l'exprimant à travers leurs symptômes. Donc allez parler, je vous en conjure, de votre souffrance. Vous allez mieux, vous allez aller mieux et votre petit garçon ira mieux. En tout cas, Catherine aussi dit
très concrètement, si la photo de son papa au milieu du salon, c'est un peu difficile pour vous, ce qu'on peut comprendre, vous pouvez... Non, mais attendez. Vous pouvez lui proposer de mettre la photo. Catherine, je l'accepte. écoutez-moi. J'ai pas discuté. Catherine, vous n'avez pas attendu la suite. Vous pouvez lui proposer de mettre la photo de son papa dans sa chambre. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, le cadre, là, il cadre pas, justement. Oui, mais vous lui parlez pas comme un enfant. Le cadre, il cadre pas. Vous faites de l'humour sur quelque chose qui, pour lui, ne l'amuse pas. Dans le sens où tous les autres sont... les cadres qui sont sur mon buffet en bois, je lui ai dit, écoute, il est pas en bois, il est rouge, Oui, mais vous voyez, il sait très bien... il a voulu amener le cadre et la voiture que lui a amené. Catherine, il sait très bien que le problème, il est pas là. Il sait très bien que c'est pas une question de cadre rouge qui détonne avec les autres cadres en bois. C'est que c'est son père et oui, il vous l'impose. Alors, vous pouvez lui dire, moi, je sais bien que tu as une photo de ton papa, que tu puisses voir. Comme ça, tu vois que oui, il est très beau, comme je te l'avais dit, tu lui ressembles. Et la photo, je te propose que tu la mettes sur ta table de chevet dans ta chambre. Voilà. C'est mieux de... Mais visiblement, ça lui a pas parlé. Bon, laissez-la dans le salon, mais vous allez parler parce que vous avez vraiment... Ça me dérange pas. Catherine, vous avez... vous avez, vous, un grand besoin de parler. Et s'il y a une chose vraiment à retenir ce soir, c'est que vous allez aider votre fils en allant parler, vous. D'accord ? D'accord. Bon courage, Catherine. En tous les cas, je vous remercie. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Europe 1. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Un petit message de Cathy au 7 39 21 pour Catherine, qui dit: Catherine, on la sent intelligente et désireuse de bien faire, mais il faut vraiment qu'elle s'arrache à ses démons intérieurs. Et oui, c'est ça, il y a un travail à faire, une aide qui va lui permettre un peu de laisser entrer la vie et de donner la place qui lui revient à ce petit garçon. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Bonsoir. Ça va Caroline? Mais ça va bien, merci. Et vous? Alors, c'est à vous qu'il faut demander ça, je vois. Ça va à merveille. Oui, vous allez beaucoup mieux aujourd'hui, hein, c'est ça? Vous voulez nous donner de vos nouvelles? Oui, je voulais vous donner vos nouvelles, pardon. Vous avez été tellement gentille avec moi que je pouvais pas laisser passer ça. Alors vous aviez appelé, je ne sais pas à quel moment vous aviez... j'avais appelé il y a pas longtemps pour la première fois. Oui. Et j'avais eu plusieurs ennuis. Oui. Et j'avais eu, j'ai chopé un cancer de l'ésophage. Oui. Et puis, je sais pas comment ça s'est passé. On m'a foutu à la porte de la clinique. Parce que en 2 mots, on m'a dit vous êtes guéri, monsieur. Oui, mais c'est bien d'être mis à la porte parce qu'on est guéri. Ah oui, c'est formidable. Le roi n'était pas mon cousin. Oui, ça c'est formidable. Alors j'ai sauté sur téléphone à l'époque. Oui. J'ai appelé ma belle qui est malheureusement très loin. Oui. Elle est à Montréal. Ah oui, en effet. Oui. Elle est à Montréal et puis elle m'a dit, écoute, on pleurait tous les deux au téléphone comme des madeleines. Ouais. Et puis j'ai sauté dans l'avion 3 jours après pour aller la revoir. C'était fabuleux. Oui, on peut pas imaginer quand on est en bonne santé effectivement ce que ça représente tout d'un coup qu'on annonce comme ça une maladie encore telle que le cancer avec tout ce que ça suppose, des traitements lourds, l'angoisse aussi, et quand on vous annonce comme on l'a fait que vous êtes guéri, enfin la vie prend une autre saveur, je pense. Oui. Je suis rentré là-dedans, j'étais persuadé que je ne ressentirais jamais. Ça a duré combien de temps votre prise en charge? 3 mois, 4 mois. D'accord. Vous dites, je vois sur votre petite fiche que vous avez été pris en charge par une équipe médicale formidable. Formidable. Ouais. Formidable. Formidable. La première chose que j'ai fait en arrivant libéré, quoi, si je peux m'exprimer ainsi, j'ai envoyé des gerbes de fleurs à tout le clinique. Ah oui. C'est gentil de votre part, oui, parce que tout le monde ne le fait pas, je pense. Et on se contacte toujours par téléphone.
Ah oui, ça compte beaucoup, ça d'avoir confiance en l'équipe soignante, de se sentir bien soutenu, bien entouré. Ça participe à la guérison, je crois. Ils sont fantastiques, là. Ils se proposent même de m'aider encore un petit peu, là, d'appeler quand je veux. J'ai carte blanche. Bah, vous pouvez dire, vous étiez dans quel hôpital ? J'ai fait 2 trucs. J'ai fait l'hôpital de Pontoise. Oui. Et j'ai fait aussi la clinique du Parc. Oui. Et la clinique Sainte-Marie, le tout sur 4 mois. D'accord. Bah, on peut leur rendre hommage, ces équipes qui oui, vous ont entouré comme ça. Vous pouvez. Et notamment le service du docteur Glon qui m'a vraiment mis sur pied, quoi. C'est des gens qui sont d'un dévouement. Mais c'est exemplaire, c'est fabuleux. Oui, il y a heureusement beaucoup d'humanité. On critique toujours le fonctionnement comme ça de l'hôpital, notre système de soins. Mais là, je peux vous dire que c'est pas le cas. Bon, il y a eu une petite ombre d'ablo dans toute cette période, si vous voulez. Il y a mon fils qui n'a pas voulu il voulait pas que j'aille à Toulouse. Il voulait me mettre dans une maison de retraite où il y a porte close, pas le droit de sortir, pas le droit de fumer, pas le droit de ceci, pas le droit de cela. Oui. Alors j'ai tenu ferme et j'ai refusé. J'ai refusé. Mais vous avez raison, ça vous concerne vous. C'était vous qui sentiez ce qui était le mieux. On s'est un peu fâché. Ouais. Il a fini par comprendre qu'il n'obtiendrait pas gain de cause et que je ferais ce que je voudrais. Ouais. Alors, il a fini par lâcher la bride. Alors, vous êtes réconciliés aujourd'hui ? Pardon ? Vous êtes réconciliés aujourd'hui ? Ça commence. Bon. Ça commence parce que, il a voulu, une fois que j'ai été sorti d'affaires, prendre ma vie en main. Il a voulu, mais un peu trop, sur tous les sujets. L'argent, mes relations, ça m'a pas plu et je lui ai fait comprendre rapidement. Bah oui, non, mais surtout que vous êtes jeune et vous avez tout guéri, j'avais une nouvelle chance et qu'il fallait qu'il me foute la paix et qu'il me laisse saisir, quoi, cette chance. Ben oui, c'est pourquoi il voulait s'occuper de vous. Enfin, vous n'êtes pas diminué, vous n'êtes pas, vous lui demandiez pas. Il a eu peur pour vous, il s'inquiétait pour vous. Oui, il s'inquiétait pour moi. Il s'inquiétait, oui, ça a été, oui, c'est beaucoup inquiété certainement. Et... C'est beaucoup inquiété. Oui. C'est vrai qu'il m'appelle tous les jours. Eh oui. Et là, depuis que je suis à Toulouse, il m'appelle tous les jours. Il a baissé d'un ton. Il m'appelait, il a un travail, un poste très important à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Et il quitte ses réunions pour me parler. Oui, c'est comme s'il s'était senti responsable de vous parce que vous vivez seul, si je comprends bien, votre amoureuse est loin, donc c'est comme s'il se sentait responsable de vous et vouloir presque, en voulant bien faire, il en faisait trop, quoi. Il en faisait trop, beaucoup trop. Bon, vous avez bien fait de lui dire que vous le remerciez de son dévouement, du fait que ça vous touche de le savoir aussi présent pour vous, mais que pour autant... Il a bien compris, là, il m'a téléphoné il y a 1 heure, il m'a dit, tu sais, j'ai bien compris qu'il faut que je foute un peu la paix et que je te vivre sa vie. Oui, voilà, ça y est. Bon. Et puis comme il va vous voir aller bien, ça va le rassurer et il va lâcher la bride. Je suis allé le voir il y a 3 jours, là. Oui. Et j'ai fait un petit coup d'avion, là. D'accord. Et puis j'ai été le voir il y a 3 jours. Alors il m'a dit, qu'est-ce que tu comptes faire, tout ça. Je dis, je vais aller voir ma belle à Montréal. Oui. Bon, il me dit, c'est parfait, je suis content. Et qu'est-ce que vous faites dans cette belle ville de Toulouse ? Alors j'ai retrouvé un copain de 50 ans, un copain d'enfance, qui lui-même est là depuis 40 ans, et qui, malheureusement, financièrement parlant, il s'en sort plus. Alors, je l'ai pris comme locataire, comme colocataire, et on partage tout. D'accord. Et ça faisait un copain de 50 ans, donc vous étiez des copains d'enfance ? Ah oui, des copains d'enfance. Vous êtes connus quoi, 10 ans on avait 11 ans. Ah oui, d'accord. Et vous êtes retrouvés par hasard ou vous avez fait une démarche ? Non, on s'est pas retrouvés par hasard, on s'est jamais quittés en fait. D'accord, ouais. Et puis il m'a dit un jour, écoute, il me dit, moi je t'appelle, là je te pose un ultimatum. Oui. Il dit, moi il faut que tu viennes ici.
Alors, j'ai annoncé ça au jour de l'an à ma famille, à mes enfants. Oui. Et qui n'étaient pas pour, du reste, donc, comme je vous l'ai expliqué un tout petit peu tout à l'heure. Oui, ils ont dit notre père qui redevient colocataire. Mais ça peut être sympa avec un ami. Vous vous entendez bien? Ça se passe bien, la colocation? Comme la roue en foire. Ah, c'est chouette alors. On passe notre temps à aller à la pêche, à aller se promener, à recevoir des amis. Oui. C'est comme une vie un peu adolescente de jeune, quoi, où on partage un appart avec un copain ou une copine. Et puis on est content, on se la pète un peu parce qu'on était chez le coiffeur l'autre jour. Oui. Et les filles, elles sont sympas, elles nous disent « Oh, messieurs, vous ne faites pas vos ça. » Ça fait toujours plaisir, c'est vrai. Ça fait toujours plaisir. Non, mais vous êtes loin de la maison de retraite dont vous parlez, votre fils, là. C'est plus sympa comme ambiance. Ah, mais de toute façon... Vous êtes trop jeune pour aller en maison de retraite, vous avez quoi, 60 ans? Enfin, c'est pas possible, ça. Oui. Bah oui. Oui, d'autant plus que je suis j'ai le bonheur de n'avoir aucun problème d'argent. Alors, en plus... Oui. Oui, et puis je fais vraiment ce que je veux. Bah oui, bien sûr. Non, mais oui, votre fils là, à un moment, il vous a vu beaucoup plus. Enfin, il voyait plus. Son angoisse faisait qu'il voyait pas la réalité telle que c'était, quoi. Vous êtes bien mieux avec votre ami. Oui. Il est très content parce qu'il pensait se planter. Hein. Il m'a dit tu vas te planter, ça va pas marcher. Bon, mais de toute façon, au pire, vous essayez. Vous aviez essayé. Si ça n'avait pas bien fonctionné, cette colocation, vous auriez pu prendre un appartement à vous. Ah oui, voilà. Tout à fait, j'en avais largement les moyens. Mais je comprends, c'est vrai que c'est sympa quand on est avec un ami, qu'on s'entend bien, de partager comme ça le quotidien. Et comme vous dites, vous faites, vous allez à la pêche, vous faites des trucs sympas ensemble. Bon, c'est agréable ça, une belle histoire d'amitié. Il m'a dit encore tout à l'heure en cassant la croûte, il m'a dit, si des fois il m'arrivait quelque chose, il dit, moi je veux que tu restes, tu reprennes cette maison. Si, on sait jamais, parce que on sait jamais ce que la vie peut. Oui, réserver, bien sûr. Jour, oui. Mais il faut absolument que tu me jures que tu garderas cette maison. Il dit, le propriétaire habite à Paris, il est au courant que tu es là, je le connais. Il m'a dit, oui, non, mais si. Mais à propos de maisons de retraite comme ça, finalement, il y avait un film formidable avec Jane Fonda, Claude Rich, où on voyait, il devait aller, plutôt que de se dire, on va se retrouver chacun isolé, âgé dans une maison de retraite, on va partager tous une colocation. Vous l'avez pas vu? Je sais plus comment ça s'appelait. Si, j'ai vu ça. C'est un film assez ancien, ça. Ah oui, d'accord. Bon, ça me fait penser à vous avec votre copain qui partageait l'appart et qui retrouvait des trucs de jeunesse finalement. Oui, avec des interprétations exceptionnelles des uns et des autres du reste. Il y a Sergio qui me dit, ça fait penser au Vieux de la Vieille de René Fallet, alors que vous n'êtes pas si vieux, vous avez que 61 ans. Mais j'ai regardé il y a 3 jours. Moi, j'adorais le Beaujolais nouveau est arrivé. C'est un livre culte, je trouve. J'adore cet auteur René Fallet. C'est vrai que c'est vivant, c'est truculent. Bon. Ah, il est très très bon. Le Beaujolais nouveau est arrivé. Je trouve que c'est un merveilleux livre. Bon. J'aime beaucoup son style. Et il y a Ninon qui dit Philippe aime la vie et sa vie, et ça fait vraiment plaisir à entendre. Ah bah écoutez... Et Georges ajoute, moi j'espère qu'une chose, c'est qu'on me laissera vous écouter aux maisons de retraite. Ah bah oui, alors croyez-moi... on pourrait tous vivre ensemble quand on sera vieux. Il n'y a pas encore eu la parole. Ouais. Ah, le titre du film, c'est Si on vivait tous ensemble, paraît-il. Voilà, je me souvenais plus du titre. Si on vivait tous ensemble, c'est noté. C'est ça. C'est noté. Je vous embrasse, Philippe, et savourez bien la vie comme vous le faites, vraiment. Et je vous embrasse. Avec plaisir. Et merci d'avoir donné de vos nouvelles. Je vous remercie beaucoup et je remercie beaucoup Paul et Asiba à l'époque. Ah oui, Asiba à l'époque, oui. On le fait un petit clin d'œil amical. Je vous embrasse, Philippe. Il faut que je rende l'antenne, c'est l'heure du journal. Entendu. Au revoir. D'accord. Au revoir, Philippe. Merci, au revoir. Merci d'écouter Europe 1. Il est minuit, passé de 30 secondes. Tout de suite, le journal, présenté par Laurence Gontier.
à vous si vous nous rejoignez maintenant sur Europe 1. Cette émission est la vôtre. Vous pouvez y parler de tous les sujets qui vous tiennent à cœur en appelant le 39 21. Vous pouvez aussi réagir à tout ce que vous entendez par mail sur le site europe1.fr et par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Justement, à propos, je parlais du film Et si on vivait tous ensemble, Sergio me dit, moi je me verrais bien faire une colloque avec Papy Bougon, c'est notre majesté. Moi aussi je vous verrais bien tous les deux, j'aimerais bien être une petite souris pour voir votre quotidien. Allez, on écoute un peu de musique et après nous accueillerons Marc. Pour dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyez nuit suivi de votre message par SMS au 739 21, 65 centimes plus coût d'un SMS. Bonsoir Marc. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je pense qu'on s'est déjà eu un petit peu. Et voilà, en fait, mon épouse est partie depuis le mois de novembre, volontairement. Elle a mis fin à ses jours Elle a mis fin à ses jours, oui. D'accord. Et elle était. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était dépressive. Elle était malade. Elle avait un cancer et elle n'a jamais accepté ce cancer. C'était un cancer des seins et elle n'a jamais accepté sa plastique. La reconstruction. Elle n'a jamais accepté. Pourtant, j'ai essayé de tout le temps être là près d'elle et dès qu'on tire un pansement, je lui disais, tu retires pas un pansement sans que je sois là, pour que j'essaie de lui prouver que ça changeait rien. Puis je lui avais dit, quand on s'est rencontrés, tu vas pas montrer ta poitrine, je t'ai aimé quoi. Puis bon, je l'ai retrouvé le 12 novembre, voilà. Elle avait pris une décision et je l'ai retrouvé le 12 novembre au soir. C'est vous qui l'avez trouvé? Ouais. Oui. Ouais. Et puis on s'était vu à un moment donné, on s'était appelé à un moment donné et depuis je suis suivi par un psy. Vous m'aviez appelé quand ça venait de se passer? Non, bien avant. Non, elle était malade, elle ne supportait pas sa reconstruction, c'est ça? Ouais, c'est qu'à ce moment-là que vous m'aviez appelé, d'accord. Exactement. Et donc j'étais suivi par un psy aussi pour essayer, pas personnellement, mais parce que je savais plus où je pouvais retrouver sa confiance, enfin pas sa confiance, mais lui redonner confiance. Oui, parce que vous la sentiez très très désemparée. Exactement. Ouais. Alors que moi, elle ne se retrouvait plus, elle, c'est ça, dans ce par rapport à l'image qu'elle avait d'elle-même, elle ne s'y retrouvait plus. Exactement. Et puis c'était une très belle femme et c'était toujours une très belle femme quand elle a fait cette décision. Mais bon, voilà quoi. C'était une certaine valeur et puis elle a pris cette décision. Et par rapport à sa maladie, elle en était où? Elle était. C'est fini, quoi. Oui, c'est d'autant plus tragique. L'étape était. Elle avait surmonté. Vous aviez surmonté ensemble l'épreuve de la maladie, et c'est dans l'après. Mais c'est dans l'après où il peut y avoir parfois des moments comme ça difficiles. Et puis peut-être qu'elle avait une image, sur un plan narcissique, quelque chose d'une fragilité qui s'est aussi qui a explosé à ce moment-là. À sa plastique, parce qu'elle était très fragile à sa plastique. Et ça elle était très sensible à son physique. Vous dites que c'était une très belle femme, elle était très sensible par rapport à tout ce qui concernait son image, son apparence. Exactement. Et oui. Donc, elle n'avait peut-être pas finalement une estime d'elle-même suffisamment bonne pour pouvoir affronter cette épreuve qui est de ce... Peut-être un petit peu trop de faiblesse personnelle d'un point de vue tempérament ou personnalité, qui fait que la partie physique lui permettait d'avoir peut-être une assurance supplémentaire. Oui, une assurance de surface peut-être.
C'est-à-dire que comme c'était une belle femme qui peut-être en imposait par son physique, vous voyez, ça lui donnait cette assurance, mais au fond d'elle-même, il y avait peut-être une faille. Et de toute façon, c'est pas anodin, hein, tout ce qui tout ce qui est cette période qui suit la reconstruction, parce que le terme même le dit, c'est pas le tout de reconstruire extérieurement, mais il faut que ça suive intérieurement. Exactement, mais elle ne supportait pas d'être suivie parce que quand même le CHIR et les différents chairs de la région du Nord avaient dit qu'il faut être suivi par un psy aussi. Oui, c'est préférable, oui. Elle l'a refusé. Oui. Et peut-être qu'elle avait du mal à accepter et à élaborer autour de ça, vous voyez, peut-être que justement il y avait un manque à ce niveau-là et que tout était trop investi sur le corps, sur l'apparence. Et puis depuis, moi je suis paumé. Oui, je comprends, il y a de quoi, Marc. Alors au début je me suis dit c'est logique, non, c'est pas logique, il n'y a pas de logique là-dedans. Non. Mais, c'est dans la norme, donc mon psy continue à me suivre et je suis en train de baisser au niveau des différents produits qui peuvent... Des antidépresseurs, vous avez des anxiolytiques aussi, ouais. D'accord, donc vous êtes en train de diminuer les... Oui, il a diminué, d'un point de vue purement personnel, c'est fini, quoi. Qu'est-ce qui est fini ? Maintenant, c'est à vous de prendre en charge votre vie, mais pas méchamment. Hein, c'est constructif. Hein, il me dit par rapport à ce que je vous ai vu dans ces moments-là. Oui, vous allez mieux. Il y a déjà un mieux, c'est ce qu'il veut dire. Par rapport à l'effondrement dans lequel vous étiez, on peut penser. Exactement. Vous allez mieux. Heureusement, tant mieux. Exactement. Tant mieux. Mais moi, c'est pour ça que j'ai appelé, parce que en fait, je m'y retrouve pas, quoi. Je m'y retrouve pas parce que je suis, comme je disais à votre ami collaborateur à l'accueil, je m'y retrouve pas parce que je suis avec mon chien, mon chat. J'ai même été jusqu'à... Vous savez, je suis impatient parce que quand c'est une rupture comme ça, on a besoin l'amour, c'est pas arrêté, quoi. Le sentiment, je sais pas comment on pourrait appeler ça, un fleuve d'amour, quoi. Il s'arrête pas, quoi. Il s'arrête pas comme ça, il n'y a pas un barrage, il s'arrête. Et non, bien sûr, vous restez avec tout cet amour sur les bras et vous ne savez pas... je ne sais pas où le délivrer. Oui. Alors, j'ai bien mes enfants, j'ai 4 enfants et 2 petits-enfants. Mais... Vous avez 4 enfants ? Oui. Oui. Et 2 petits-enfants. D'accord. Bon, c'est important, parce que là, vous pouvez donner de l'amour. C'est eux qui m'appellent souvent pour me dire « Papa, tu lâches pas le morceau », parce que c'est vrai qu'il y a des moments où c'est pas que je vais lâcher le morceau, parce que j'ai quand même un certain courage. Et puis, mais il y a des moments où ça vous traverse l'esprit ? Ah oui. Oui. Bien sûr. Bien sûr, parce que vous savez, quand vous pleurez, comme la semaine dernière, c'était le jour de notre mariage, vous demandez où vous êtes. Le 17 mars, c'était parce qu'on s'est connus un 17 février. Elle est du 17 novembre. On s'est connus donc un 17 février, je suis du 17 mars. On s'est mariés un 17 avril à 17h. Ah oui, en effet, le 17 est un chiffre très important, qui vous lie. C'est votre chiffre. Voilà, c'était notre chiffre. Oui. Et puis on trouvait ça mignon. Puis moi, tous les mois, je lui ai amené une rose. Tous les mois. Oui, vous étiez très, très amoureux encore l'un de l'autre, hein, c'est ça. Vous étiez restés en couple. Oui, pourtant, j'ai 51 ans, comme je disais à votre ami. J'ai 51 ans, mais c'était une fusion, quoi. Alors quand vous perdez la moitié de votre corps, oui. Eh ben, on a du mal à reprendre, et en même temps, on est impatient de retrouver une fusion, quoi. Et oui, vous vous sentez perdu, là. Complètement.
Complètement. Je vous assure, je suis complètement perdu. Ben oui, je comprends, ça s'entend, et surtout vu le couple, la relation que vous décrivez. Ben ouais. Et puis on était qu'à deux, quoi. On n'a pas fait d'enfants tous les deux, quoi. Enfin bref. Vous n'avez pas eu d'enfants ensemble, c'est-à-dire que les enfants. Non. D'accord, c'était. Oui. Oui, donc c'est important aussi cette dimension-là, c'est-à-dire que cet amour que vous aviez l'un pour l'autre, c'était vraiment, vous étiez parfois il évolue, il va vers les enfants et on devient un couple parental, alors que vous étiez vraiment resté un couple d'amoureux, d'amants. Par décision, quoi. Oui, j'entends bien. Oui. Hein, c'est pas anodin. On a dit, bon, on se connaît à notre âge, c'est pas sérieux de faire un enfant, quoi. Oui. Et puis là, je suis paumé, alors je me suis dit, il faut que j'appelle un petit coup Caroline pour savoir quelles orientations, parce que le psy, je continue à le voir, je le vois de moins en moins. Pourquoi ? Parce que ça serait... parce qu'il estime que d'un point de vue purement personnel, il peut plus faire grand-chose pour moi. Oui, mais c'est là où je suis pas d'accord. Alors après tout, si lui ne estime qu'il peut plus faire grand-chose, peut-être... moi je trouve que c'est là où vous avez vraiment besoin d'un accompagnement. Ouais, parce que passer la phase de sidération, la phase de vous êtes complètement désemparé, vous êtes complètement effondré, il y a tout un travail de reconstruction. Or vous êtes encore dans ce moment-là où, comme vous dites, c'est comme si vous vous sentiez amputé d'une partie de vous-même. Une part amputée, puis c'est comme si, je le disais encore à une amie ce week-end, c'est comme s'il y avait un enfant que je devais sortir de moi pour dire que je l'oublie. Elle me dit, mais je comprends pas ce que tu veux dire. Si, j'ai une boule dans le ventre. Et la boule, elle est là, et je sais que c'est Valérie qui est dans mon ventre. Vous la portez en vous, c'est une image, c'est une façon de dire que oui, elle est, vous l'avez comme incorporée finalement, elle fait partie de vous. Mais c'est-à-dire, ce qui est une étape, c'est-à-dire vous vous êtes énormément aimé, vous vous aimiez, et comme vous dites, cet amour ne s'arrête pas avec la mort, et c'est ce qui est d'autant plus compliqué pour vous là, qui restez. C'est-à-dire que parce que vous vous sentez abandonné. Oui. Vous êtes perdu sans elle. C'est-à-dire que elle a mis un terme à cette fusion de façon extrêmement violente pour elle, évidemment, puisqu'en mettant fin à sa vie. Mais je crois que je vais dire, je respecte. Je peux pas dire autrement. J'ai du mal, mais on peut pas faire autrement, oui, surtout. Mais de toute façon, c'est-à-dire qu'à un moment, ça vous met aussi face à cette situation où, même si quand on est, vous n'y pouviez absolument rien, ça montre que c'est ce qui est compliqué pour vous. Vous étiez ce couple très fusionnel, mais à un moment, dans la souffrance, il y a quelque chose qui fait, oui, qu'on est seul. Même si vous étiez là et on entend tout l'amour que vous aviez pour cette femme. Mais à un moment, sa souffrance a été la plus forte. Mais du coup, cette fusion, vous en avez été arraché. Oui, c'est ça. Et ça fait, comme vous le dites, ça fait drôle parce que je suis dans la maison où on vivait tous les deux. J'ai pas voulu en bouger parce que je vois pas pourquoi j'en bougerais, parce que il n'y a pas de raison réelle dans la maison qui ferait que elle ne serait plus là. Il n'y a pas de raison financière. Enfin bref, vous voyez, il n'y a pas de. Mais cette décision, et je sais que la décision vient en majorité de ce problème de non-acceptation de. Elle appelait ça une défiguration, une non-acceptation de... Voilà. Oui, mais c'est ce qui est très compliqué pour vous, c'est-à-dire qu'à un moment, déjà là, vous sortiez de la fusion et vous étiez, certainement très malheureux de ne pas pouvoir, de n'avoir pas pu l'aider, mais parce qu'elle avait quelque chose d'une faille en elle. Oui, mais j'ai d'une faille qui datait de bien avant votre rencontre, qui est liée à son histoire, elle. Mais c'est pas peut-être, c'est sûrement.
Donc là, vous ne pouviez plus la rejoindre et toute la difficulté aujourd'hui, c'est de comment continuer et vous reconstruire. Parce que vous la portez en vous, oui, ça, vous l'avez accompagnée déjà pendant la maladie. Donc, qui a pu renforcer aussi toute la fusion que vous aviez. Donc, quand on a aimé quelqu'un comme ça très fortement et qu'on a une relation fusionnelle, oui, on peut ressentir physiquement à la fois son absence, mais paradoxalement sa présence dans un deuil, comme si vous l'aviez intériorisé pour moins souffrir. Quand vous parlez de cette image de l'enfant, qui est très forte symboliquement, que vous portez en vous. Mais il y a aussi quelque chose de positif, c'est-à-dire que dans cette histoire, cet amour continue à vivre en vous. Et ça peut devenir une force, c'est-à-dire pas quelque chose qui vous accable, mais qui peut être une force. Oui, mais dans mon état d'esprit, j'aimerais du moins passer à une nouvelle étape. Vous savez, quand on a vécu un divorce, et ça serait bien. Un divorce, c'est différent. Un divorce, il y a... On en veut à l'autre. Il y a quelque chose où à un moment, il y avait une incompréhension qui s'était installée, il y avait du désaccord, une solitude où on se sentait, qui fait des tas de raisons, qui fait qu'on commençait à se détacher. Voilà. Tandis que là, un choc pareil, j'arrive pas à m'en remettre. Je peux parler à un psy, mais le psy, lui, que voulez-vous que je dise à un psy ? Un psy va me dire... a priori physiquement, parce que physiquement j'avais changé, il dit mais là vous allez mieux, je dis oui, mais pardonnez-moi Marc, mais là c'est là où il y a quelque chose que je ne comprends pas bien, et après tout oui, il vaut mieux que si c'est comme ça que vous ne continuiez pas avec ce psy, parce que quand il vous dit que physiquement vous avez changé, bon tant mieux, ça veut dire que vous recommencez à peut-être à retrouver un peu une certaine, à pouvoir à nous prendre sous vous, mais dans les faits vous souffrez terriblement. Et donc là, vous avez besoin d'être accompagné. Donc normalement, c'est pas le psy qui dit maintenant j'estime que vous devez arrêter. C'est vous qui pourriez dire là je sens que bon voilà, j'ai moins besoin d'une écoute, je vais mieux. D'accord, là on l'entend et on le respecte. Mais c'est pas au psy de dire surtout sur quelque chose d'aussi extérieur, ou même si ça traduit déjà que vous allez mieux que les derniers mois que vous avez pu traverser, et tant mieux. Pour autant, il y a tout un travail encore d'accompagnement pour vous reconstruire. Cet événement est très récent et ce n'est pas comme si, et vous seriez évidemment très malheureux, mais c'est pas comme si c'était sa maladie qui l'avait tué. Là, elle a décidé de mettre fin à ses jours. Donc, c'est très particulier, surtout dans le couple que vous formez, parce que vous vous retrouvez très malheureux, très seul et perdu. Comme un enfant perdu. C'est vous l'enfant perdu aussi dans cette histoire. Maintenant, je suis avec mon chien qui me lèche, comme je disais à votre collègue, qui me lèche les larmes quand je regarde la télé. Oui, mais parce que les animaux savent très bien, ils sentent votre peine et votre tristesse, et à sa façon, il vous communique qu'il est là et il vous montre son affection, oui. Ouais, voilà. Oui. Et après, on va se promener tous les deux. Voilà. Oui, vous avez à vous occuper de lui. Voilà, c'est une façon aussi de dire je suis là, il faut que tu t'occupes de moi. Ouais. Pour ça, les animaux peuvent aider comme ça à pas. C'est cette présence dont on doit s'occuper, cette petite vie. Je vous assure que les messages que je reçois, les gens sont très émus par votre histoire et par la façon que vous avez de nous parler de votre histoire. Et il y a rien. Vous voyez, je lis des messages. Il y a Brigitte qui dit cet événement terrible est tout récent. Et qu'est-ce que c'est que ce psy qui estime que vous n'avez plus besoin d'aide? C'est pas à lui d'estimer. Il y a Mélodie qui dit vous êtes extrêmement touchant et tellement respectueux, courage à vous. Quelqu'un, il y a Emma qui vous donne son mail si vous avez envie de communier avec elle. Il y a Sergio qui vous envoie toute sa compassion et tout son soutien, et Ninon aussi qui dit je vous exprime ma compassion totale, je connais de très près la problématique de votre femme, vous n'y êtes pour rien, croyez-moi. Et c'est ce que dit Guy aussi, il dit vous n'êtes absolument pas responsable du choix qu'elle a fait.
Mais donc, vous pouvez, il y a des choses qui mériteraient, si vous voulez, vous pouvez aussi, est-ce qu'il vous est arrivé de ressentir de la colère un peu par rapport à ce choix? Oui, c'est ça. La justice, oui, parce que c'est le seul jour, je pense qu'on en avait parlé, c'est le seul jour où je ne suis pas rentré déjeuner à la maison. Oui. Oui, mais c'était prévu que vous ne rentriez pas déjeuner? Oui, parce que de toute façon, c'était déjà fait. Oui, mais vous aviez prévu que ce jour-là, vous ne rentreriez pas? Elle le savait aussi. Elle le savait, c'est ça. Donc elle avait prévu, elle, que ça serait là, voyez? Non, mais c'est-à-dire que vous seriez rentré, de toute façon, elle aurait trouvé un autre moment, Marc. Oui. Elle aurait trouvé un autre moment. Quand il y a quelque chose certainement d'une fragilité, vous voyez, parce qu'on voit bien, elle a traversé l'épreuve de la maladie, avec toute cette angoisse de mort qui plane quand même autour de cette maladie. Elle a fait face à ça avec vous, évidemment, à ses côtés. Et il y a quelque chose au niveau de la reconstruction, oui, vous avez été là, au moment de son image, de quelque chose qui touche à quelque chose de très très profond, d'une problématique narcissique certainement, de quelque chose, de l'image qu'elle avait d'elle-même qui n'allait pas. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et ça, c'est bien avant, c'est lié à son histoire. Quand on est parti l'année dernière en vacances dans le sud, elle me dit je peux pas me mettre en maillot de bain, mais je dis mais si, il y a personne qui voit comment tu es. Et elle me dit mais si on voit, mais je dis ben non. Elle le voyait, elle ne voyait plus que ça. Ouais. C'est ça, elle ne voyait plus que ça et ce qu'elle vivait comme une mutilation, certainement. Donc il y avait quelque chose, mais en même temps avec, vous voyez, elle a refusé à ce moment-là l'aide. Elle s'est enfermée. Je crois. Oui. Elle s'est enfermée en elle-même. Vous ne pouviez plus l'atteindre. Il y a déjà la fusion. Il y avait quelque chose de cette relation de fusion qui commençait, qui faisait oui, parce qu'elle s'était retirée en elle-même. Et vous ne pouviez rien faire par rapport à ça, parce qu'il y a quelque chose de son histoire à elle. J'ai essayé de discuter avec le chirurgien, d'ailleurs, qui a appelé dès qu'il a su ce qui s'est passé. Et il a dit, mais je comprends pas. Elle avait une telle force, parce qu'elle avait de la force. Oui, certainement, oui, c'est bien sûr. Oui, elle a... son esthétique, quoi, sa plastique, comme vous dites, et effectivement, voilà, quoi. Mais il y a un terrible décalage entre, comme vous dites, c'est-à-dire la force qu'elle mettait à retrouver cette plastique, cette esthétique, qui certainement peut-être contribuait à donner une image d'elle-même, une meilleure image d'elle-même, alors que effectivement, elle était sortie d'affaire. C'est-à-dire que c'est la vie qui aurait dû primer. Mais vous voyez, avec quelque chose qui l'a rattrapée d'une certainement image d'elle-même assez dégradée, mais qu'elle devait avoir depuis très longtemps, depuis l'enfance, depuis une faille. Certainement. Mais je pense qu'on en avait parlé, je ne veux pas revenir sur le... Non, parce que maintenant, c'est important que vous, ce qui compte, c'est vous, comment vous pouvez... voilà, moi, je sais pas. C'est par étapes. J'y arrive pas. Mais pour le moment, vous avez le droit de dire aussi que vous n'y arrivez pas, que vous ne savez pas comment, en tout cas, que le soir vous vous retrouvez seul et que ça ne va pas. Arrive tôt, vous savez, quand vous êtes seul, le soir arrive tôt. Parce qu'elle est partie en novembre oui, novembre, les soirs sont très courtes, les journées sont très courtes. Aujourd'hui déjà, la nuit tombe plus tard. C'est important aussi, ça. Je suis passionné de musique, et en plus, comme je faisais que des musiques en mineur, je pleurais en même temps que je faisais mes compositions. J'ai dit j'arrête. Je suis en train de moi-même m'effondrer encore plus. Mais vous savez, je crois qu'en même temps, il est nécessaire de pouvoir exprimer son chagrin et de pleurer. C'est aussi... c'est aussi... de pleurer. Comment ? Ah non, mais il n'y a pas de honte à avoir, mais je crois que c'est important de pouvoir exprimer. Je crois que toutes les larmes que l'on ravale en soi-même, à un moment, elles peuvent nous étouffer aussi. Donc oui, vous vous retrouvez seul chez vous, vous pleurez. Et comment ne pas pleurer ? Enfin, je veux dire, c'est même important pour vous. Il y a des moments dans la vie où on n'a pas le choix et où on traverse comme ça des zones de grande tristesse, de grande solitude. Mais je crois que ça fait aussi partie de ce travail de deuil. Ouais, je sais bien. Mais en même temps, vous pouvez comprendre qu'à un moment donné,
de ce côté-là, c'est vrai que je suis un petit peu impatient. C'est que j'aimerais assez rapidement retrouver... Oui, je comprends, c'est bien. Et déjà, voyez, le fait même que vous ayez ce désir-là, c'est déjà du désir, ça. Ouais, ce désir de retrouver, de ne pas vous engluer dans la souffrance. Il y a déjà quelque chose qui vous appelle vers la vie. Donc ça, c'est très constructif. Et comment vous l'envisagez, alors, justement, quand vous dites retrouver de l'allant, retrouver... J'aimerais de nouveau aimer. D'accord. Simplement. Oui. Simplement aimer. Et qu'est-ce que... Je ne sais pas faire semblant, donc il faut que j'aime. Oui, tout cet amour que vous avez, vous voudriez... Oui. Je suis pas un marlou qui va aller tourner dans les boîtes et les machins, je suis pas un marlou. Donc... je prendrai le temps, mais si quelqu'un a la même sensibilité que moi, là par contre, je le sens vite. Je suis très sensible, donc je le sens vite. Et de ce fait-là, si la personne derrière, ça va pas assez vite, moi je suis quasiment impatient, quoi. Donc comme je disais à votre collègue, je me suis mis trop vite sur des sites Oui. Et puis je me suis vite rendu compte que j'étais pas prêt. Et oui, c'est ça. Oui, vous êtes rattrapé quand même par cette réalité, c'est-à-dire que vous avez envie d'aimer parce que vous sentez que c'est l'amour qui vous sauvera aussi de cette douleur, mais pour autant... L'amour, quoi, pas l'amour... oui, pas l'amour physique, quoi. J'ai compris, c'est pas simplement une attirance, du désir, une attirance sexuelle, même si pourtant c'est être dans la vie aussi, hein, c'est une façon d'être dans la vie. Mais il y a des étapes, quoi. Mais pour ça, voyez, vous dites vous-même qu'en allant sur des sites comme ça, vous sentez que ça allait trop vite parce qu'au fond, il faut être prêt aussi à faire vraiment de la place à l'autre. Or, vous dites vous-même, votre femme, vous la portez en vous encore. Ah, puis je vous assure, encore tout à l'heure, avant de vous appeler, je crie dans le lit, quoi. Comme si Mais vous criez de douleur, oui. Je crie comme si j'allais accoucher. Enfin, je sais pas, je connais pas l'accouchement, mais si, je l'ai connu avec mes 4 enfants pour mon épouse. Mais je crie de douleur. Mais c'est un moment faire en sorte que cette présence soit petit à petit, qu'elle ne vous envahisse pas autant. C'est quand il y a quelque chose qui est d'une douleur trop importante, vous l'avez intériorisé en vous, mais à un moment, il faut aussi faire confiance au temps parce que ça joue beaucoup, qui adoucit cette peine, c'est-à-dire qui va faire que elle va être à une juste place. C'est-à-dire cette femme qui a tellement compté, que vous avez aimé, mais où petit à petit, vous la porterez, vous allez un peu vous la laisser à sa place et elle ne vous envahira plus comme ça. Parce que actuellement, comment voulez-vous aimer en étant autant envahi par elle? Il faut accepter de traverser cette étape-là. Ouais, mais la solitude, c'est... Oui, mais c'est justement, il faut que vous soyez accompagné et entouré pour le moment d'affection, d'amour. Vous savez, il y a dans l'amitié, je ne sais pas si vous avez des amis, c'est aussi... Les enfants m'appellent tous les jours. Alors, vos enfants, c'est très important, vos petits-enfants, est-ce que vous avez des amis? Mes amis aussi m'appellent tous les jours. Bon, vous voyez tous ces gens qui vous aiment. Et moi, je ne veux pas retourner chez des amis avec qui je suis allé avec Valérie, enfin avec mon épouse. Parce que ça me rappelle, ça me fait mal. Oui, pour le moment, ça vous fait mal. Bon. Ouais. Je retourne à un endroit, il se marre et mais moi, c'est pour ça que, Marc, il faut vous laisser du temps parce que pour le moment, vous n'êtes pas encore prêt et ça se comprend, chaque chose en son temps. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas à nouveau aimer et être aimé, mais pour le moment, vous êtes trop dans cet amour-là. Et il faut l'accepter, c'est comme ça. C'est vachement dur. Mais oui, c'est dur, mais vous ne pouvez pas... En même temps, à un moment, vous allez voir que ce que vous avez vécu, cette histoire-là, elle va vous porter aussi. Peut-être. Mais en tout cas, il est important que vous soyez accompagné. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec votre psy quand il vous dit que maintenant, vous avez à vous occuper de votre vie. Parce que justement, c'est là où vous avez besoin d'être accompagné. Vous ne savez pas comment.
Vous savez pas comment vous occuper de votre vie. Et vous avez besoin... Déjà. Comment ? Parce que moi, j'étais prêt à faire n'importe quoi. C'est-à-dire que votre vie, vous l'envisagez avec elle. Tous vos projets de vie tournaient autour d'elle. Donc vous vous retrouvez avec ce vide et, comme vous dites, avec cet amour sur les bras. Et vous ne pouvez pas le donner comme ça à une autre femme, parce que pour le moment, c'est elle qui vous habite. Mais il faut laisser aussi le temps au temps, c'est-à-dire qu'à un moment... Ça fait partie aussi de ce processus comme ça qui est lent, où chacun va à son rythme aussi, où petit à petit l'être aimé nous envahit moins. C'est-à-dire que petit à petit on arrive à un certain recul, un certain détachement. C'est-à-dire qu'on peut parler de cette histoire d'amour qui a contribué à ce que vous êtes, sans pour autant être envahi comme vous l'êtes. Là, vous êtes dans une phase où vous êtes envahi par elle, et donc ça ne laisse pas beaucoup de place à d'autres. Vous voyez, c'est elle qui vous occupe, ce qui est une façon de nier un peu la perte et de compenser la perte. Il y a du respect aussi. Oui, mais c'est une façon de... Voilà, vous savez, il y a des étapes dans le deuil, et on ne peut pas les griller. On ne peut pas vouloir aller plus vite. Je vais vous lire des mails qui arrivent pour vous. Il y a Isaac qui dit « Vous avez été mis devant le fait accompli et l'arrachement brutal de votre épouse requiert un accompagnement psychologique, une thérapie de soutien afin que vous traversiez ce cap très difficile. Très bon courage à vous, accrochez-vous. » Et dire il faut trouver maintenant à faire quelque chose de votre souffrance. Belle nuit à vous et beaucoup de courage. Il y a Chaudron de la Barque aussi qui dit votre témoignage est douloureux et difficile. Il est important que vous preniez le temps de la reconstruction, de ne rien précipiter. Vous avez besoin de continuer à déposer tout ceci dans un espace de dialogue thérapeutique où vous pourrez vous retrouver et vous reconstruire pas à pas. Donc c'est First Lisa aussi qui dit vous êtes sur le chemin de la vie quand vous envisagez l'après, vous avez une extrême sensibilité, mais il faut aussi vous donner le temps, il faut être indulgent vis-à-vis de vous-même, voyez. C'est ce que dit Brigitte aussi, que pour l'instant cette douleur-là, oui, elle vous habite et que vous pouvez pas y échapper. Il faut apprendre à composer avec elle en vous entourant d'un maximum de chaleur humaine. C'est-à-dire que être entouré de ceux qui vous aiment. Et puis, vous pouvez pas être tout le temps entouré. C'est vrai qu'il y a des soirs où oui, vous rentrez, vous êtes seul, vous avez vos animaux, vous avez votre chien. Mais il y a des moments où oui, vous avez besoin, vous pleurez, vous évacuez à votre façon aussi. C'est cette période que on peut pas la contourner, Marc. Il faut aussi l'accepter, mais en tout cas en étant entouré, et peut-être que justement diminuer le traitement, moins voir la prise en charge, moi ça me paraît vraiment très prématuré. Il faut au contraire que vous soyez bien entouré psychologiquement et que vous puissiez parler comme vous le faites avec moi. Ouais, mais tout le monde n'est pas comme vous. Il y a beaucoup de... Je vous assure que vous pourrez tout à fait trouver des thérapeutes qui vont être à l'écoute de votre souffrance, de votre douleur, vraiment. Et qui vous laisseront le temps d'aller mieux. Parce que c'est ça. Il faut vous donner le temps d'aller mieux. Parce que ça va aller mieux. C'est-à-dire qu'à un moment, la douleur va s'atténuer. Ça va être moins intense. Vous allez voir. Mais ça prend du temps. Alors évidemment que quand on va mal, on aimerait mieux accélérer le mouvement et retrouver du goût. Mais si on saute les étapes, à un moment, on est rattrapé aussi. Oui, bien sûr. Bah oui, c'est ce que j'ai vécu. Hein. Il y a Ninon qui vous laisse son numéro de téléphone. Il y a, parce qu'elle se retrouve dans votre histoire. Il y a aussi... Élise qui se souvenait de votre premier appel et qui dit on peut parler si vous le souhaitez, et puis également Emma qui vous laisse son adresse mail. Mais vous, il est important, alors soit avec le psychiatre qui vous suit. Comment ça marche, moi, au niveau relation? Au niveau, pardon? Je ne sais pas comment ça marche pour être en contact. Ah, ça c'est très simple. Vous n'allez pas raccrocher et hors antenne, Paul va vous donner les coordonnées de ses auditrices. Ça c'est très facile. Mais je tenais surtout à vous remercier et puis
vous dire que je suis dans une drôle d'étape, quoi. Oui. En fait, je suis à la 3e étape où je vous appelle, où je voulais vous dire que ça allait mieux, et puis en vous parlant, je me rends compte que ça va mieux, mais il y a encore du boulot, quoi. Oui. Oui, mais c'est normal compte tenu de de tout ce que vous venez de traverser et de tout l'engagement que vous aviez mis dans cette histoire d'amour. Enfin, vous étiez investi corps et âme dans cette histoire d'amour. Vous étiez, il y avait toute votre authenticité, votre sincérité. Donc, bien sûr que. Du coup, c'est très difficile de se retrouver aujourd'hui dans ce manque mais vous savez aimer et ô combien. C'est-à-dire que peut-être que j'aime pas bien. Il y a toute cette culpabilité, mais c'est-à-dire que je vous dis encore une fois, c'est que votre femme, elle avait une faille en elle. Ouais, peut-être. Ou c'est moi. Non, vous êtes très, très désemparé aujourd'hui parce que vous souffrez énormément, à la fois évidemment de son absence et aussi de la façon dont elle a décidé de partir. Parce que à chaque fois quand on est confronté à un suicide, il y a un sentiment de culpabilité qui est malheureusement inévitable chez les proches, chez ceux qui restent. Mais encore une fois, vous avez été au plus près d'elle, on ne peut plus présent, et il y a quelque chose en elle qui s'est réveillé et qui fait qu'elle s'est éloignée de vous, et vous ne pouviez pas la rattraper, personne d'ailleurs. Vous voyez, elle n'acceptait pas l'aide. Et ça, on ne peut pas faire grand-chose dans ces cas-là, on ne peut rien faire. En revanche, ce que vous pourriez faire vous maintenant, c'est vous aider vous pour moins souffrir, en tout cas pour mettre des mots là-dessus. Et c'est là où il faut vraiment parler à votre psychiatre en disant que non, vous pensez, parce que peut-être qu'il vous dit ça, mais pour voir un peu comment vous réagissez. J'ai tombé très bas, vous savez. Oui, mais je n'en doute pas. Mais c'est pour ça qu'il est important de voir avec votre psychiatre en disant que c'est trop tôt, c'est prématuré pour vous d'arrêter. Et si vous sentez qu'il n'est pas suffisamment soutenant, ou qu'il ne comprend pas, ou qu'il se tient seulement au fait que vous avez retrouvé un peu d'allant physiquement, bon, il y a comment vous vous sentez physiquement, et vous allez mieux déjà par rapport à ce que vous avez traversé. Mais vous avez encore besoin d'avoir un lieu pour parler. Parce que plus vous allez pouvoir mettre des mots sur ce que vous ressentez, sur toutes ces émotions qui vous bouleversent, moins elles vont vous entraver, vous étouffer. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir reprendre le cours de votre vie. Parce que c'est ça, c'est vous avez fait le choix de vivre, donc il faut que vous puissiez reprendre le cours de votre vie, en gardant évidemment en vous cette histoire d'amour qui a fait ce que vous êtes, mais en pouvant aussi vous donner cette chance d'aimer à nouveau et d'être aimé. En tout cas, c'est ce que dit First Lisa, tout votre amour ne pouvait rien changer, parce qu'elle avait une faille en elle. Et puis Brigitte, ça sera le mot de la fin, qui dit courage, confiance, tenez bon, tout évolue et tout reste toujours ouvert. Donc c'est ça, c'est une période difficile là vraiment, mais il y en aura d'autres, il y aura des jours meilleurs, hein, forcément. Déjà j'ai vu des hirondelles ce matin. Voyez, alors on dit que les hirondelles font le printemps et qu'il y aura de belles éclaircies. Le printemps est là et il y aura l'été, il y aura, vous savez, on dit après la nuit vient le jour, hein, Marc. Vraiment, restez confiants et il y aura de belles embellies. C'est ce que dit Olivia, on croit quand on est dans cet état-là que la douleur ne passera pas, mais il faut vraiment faire confiance au temps, parce que la douleur s'atténue. Donc, mais elle revient. Elle revient, oui, il y a des moments, c'est ça, le processus de travail de deuil est long et complexe. Ça varie selon les personnes. Et puis il y a des moments où oui, on croit, on se dit ça y est, qu'on est tiré d'affaire, qu'on va mieux, et puis on peut un peu replonger. Mais il y a quelque chose qui quand même fait que les choses avancent. Oui. Ouais. Il y a un livre aussi, je ne sais pas si vous le connaissez, de Christophe Fauré, qui a beaucoup parlé sur ce travail de deuil justement, qui s'appelle Vivre le deuil au jour le jour. Où il décrit bien ce qui est en cause, qui pourrait peut-être vous être un soutien pour vous.
Vivre le deuil au jour le jour de Christophe Fauré, qui a beaucoup travaillé sur cette épreuve et un peu comment la traverser. Puis en plus, j'ai eu la chance d'avoir une équipe professionnelle qui a complètement assumé et pris en compte ce que j'étais en train de vivre. Oui, vous êtes bien entouré, c'est important. Oui, non, j'étais vraiment très soutenu par l'équipe de mon entreprise. Oui. Ça, c'est hyper. Mais il y a beaucoup d'amour, hein, c'est ce qu'on entend autour de vous aussi. Il y a quand même, il y a tout un courant de tendresse, d'affection autour de vous. Donc ça va vous aider aussi. Et puis aussi, faites-vous confiance. Vous savez, un musicien, je suis pas musicien de métier, hein, je suis informaticien, mais un musicien est sensible à quelqu'un qui fait. On a une sensibilité exacerbée, quoi, des fois. Ce qui fait que. Mais avec la musique, ça va vous aider aussi. Donnez-vous du temps. En tout cas, il y a beaucoup de réactions pour vous, donc ne raccrochez pas. Hors antenne, Paul va vous mettre en relation avec les auditrices qui se manifestent pour vous. D'accord ? Et merci de Et puis donnez-moi de vos nouvelles. Moi, je ne veux pas vous embêter quand même. Non, vous ne m'embêtez pas, mais vous pouvez me donner de vos nouvelles. D'accord ? Ok. Je vous embrasse, Marc. Ne raccrochez pas. Hein. Au revoir. Caroline Dublanche sur Europe 1. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. La libre antenne de Caroline Dublanche, c'est du dimanche au jeudi de 23h à 1h sur Europe 1. Europe 1. Merci de votre soutien. Vous êtes très nombreux à vouloir entrer en relation avec Marc, parler avec lui. Grégory envoie un petit mail en disant Marc doit se donner le temps, la patience et la bienveillance envers lui-même pour essayer de faire en sorte que cette souffrance soit plus supportable. S'il souhaite que nous correspondions par mail, n'hésitez pas à lui transmettre mes coordonnées. C'est avec joie que je lui apporterai mon soutien moral. Et puis beaucoup de réactions. Ne vous inquiétez pas, on va transmettre. Anne me dit donnez mon téléphone si je peux l'aider en amitié. Oui, ma chère Anne, mais pour ça il faudrait que vous nous le communiquiez par SMS au 7 39 21 ou en appelant. Il reste encore 3 minutes au 39 21. Bonsoir Boris. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Mais voilà, je voulais simplement intervenir au sujet de votre premier interlocuteur, Pierre. Voilà, je veux simplement le rassurer. Oui. Sa phobie des ballons et des pétards et autres. Oui. Je veux simplement le rassurer. Oui. Dire que, vous êtes expert artificier, vous ? Voilà, tout à fait. Oui, donc heureusement, vous n'êtes pas phobique par rapport à ça. Tout à fait. Et je voulais simplement lui dire que donc il a commencé par intervenir sur les ballons de baudruche. Alors déjà les ballons de baudruche, ça explose très 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 rarement et quand ça explose, ça va dans le pire des cas, ça ne le touchera jamais. Donc dans le pire des cas, ça va faire un gros boom et point barre. Donc, mais cela dit, il y a quand même régulièrement on entend des feux d'artifice, des choses comme ça où des gens sont blessés avec ça. Oui, tout à fait. On en entend parler parce que parce que ça arrive rarement. Et oui, quand ça explose, on en parle. Voilà. Mais c'est très 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 rare. Donc et puis quand ça arrive, voilà, c'est dans le pire des cas, c'est des petites brûlures et c'est vraiment pas grave. Donc vous n'avez pas peur, en tout cas. Heureusement, dans votre métier, c'est préférable. Oui. Mais moi, ce que je voulais dire à Pierre, c'est que ce qui est inquiétant, effectivement, même pour les enfants ou même les personnes âgées, ce qui est inquiétant, c'est le gros boom, en fait. Hein. Quand ça explose, ça fait un gros boom, et là, effectivement, c'est inquiétant. Mais bon, voilà, c'est pas... on a des normes européennes qui sont très restrictives, et vraiment, c'est pas grave du tout. Alors, effectivement, ça fait un gros boom, et bon, voilà. Mais après... physiquement, on a vraiment très 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 peu de risques. Bon, écoutez, merci pour ces paroles encourageantes. Vous, quand vous étiez petit, vous aimiez bien les pétards, j'imagine.
J'aimais bien les pétards, mais effectivement, j'avais aussi peur du boom, en fait. Ah bon, d'accord. Bon, vous avez bien surmonté votre peur, vous, hein. Vous en avez fait votre métier. Oui, tout à fait, mais on s'en arrête là, quoi. C'est vraiment le boom qui fait peur, mais après, bon, il y a vraiment pas... Mais on aime bien avoir peur, parfois. Regardez tous les films d'horreur et tout, quand on est grand, les grands se précipitent là-dessus, donc les enfants, on leur raconte des histoires qui font peur et ils aiment bien, et puis grand, on va voir des films qui font peur, donc bon, la peur fait partie de l'être humain aussi. Merci beaucoup. Merci Boris d'avoir pris la peine d'intervenir. Au revoir. Très belle nuit à vous. Vous faites de jolis rêves. Excellent week-end. Reposez-vous bien. On se retrouve dimanche. Il est maintenant 1h sur Europe 1. C'est l'heure des informations présentées par Laurence Gontier. Bonsoir Laurence.